Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Raw Questions en direct du Parlement européen à Bruxelles. Aujourd'hui, nous poursuivons nos entretiens d'embauche pour le poste le plus important de l'Union européenne, qui remplacera Jean-Claude Juncker au poste de président de la Commission. Toutes vos questions, une émission spéciale pour vous, c'est Raw Questions. Il est notre invité ce soir, l'un des candidats de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, Guy Verhofstadt. Bienvenue, je vous remercie. Bonjour, bienvenue, c'est un grand canapé. Oui, c'est mieux de dormir que de répondre aux questions, j'ai l'impression. Je ne pense pas qu'on puisse nier que vous avez un CV impressionnant sur bien des points. Mais est-ce que ça ne joue pas contre vous d'être une sorte de politicien avec une carrière établie? Cela n'est peut-être pas vraiment en adéquation avec des Européens ordinaires. C'est vrai, je n'ai rien fait d'autre que de la politique dans ma vie. J'ai commencé comme conseiller municipal à Gand. J'ai débuté ma carrière dans ma ville et puis je suis entré dans la politique nationale. Il est donc vrai que la seule chose que je connaisse, c'est la politique. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. La question est, quelle est votre opinion? Quelle est votre vision? J'ai essayé de faire de la politique avec passion et vision parce que je pense que ce sont les deux principaux éléments qui font un bon politicien. Il ne doit pas courir derrière l'opinion publique, mais essayer de former l'opinion publique. Et certainement pas pour attirer l'attention en faisant ça. D'accord, c'est bon, mais ce n'est pas tout. C'est le moment d'en apprendre un peu plus sur vous. Rencontrez Guy Verhofstadt, une grande bête du Parlement européen qui n'est pas étrangère au projecteur. L'eurodéputé Verhofstadt. Il est l'un des plus éminents eurodéputés libéraux d'Europe. J'ai parlé, comme vous l'avez dit, à Guy Verhofstadt. Il a été le fer de lance de l'approche du Parlement européen à l'égard du Brexit, au cas où Theresa May se retirerait. Ce n'est pourtant pas ses compétences, mais il a lancé une défense acharnée de l'état de droit dans l'ensemble du bloc. Votre intérêt n'est pas l'intérêt hongrois. Ce que nous défendons ici, c'est la démocratie hongroise et les intérêts des citoyens hongrois. En tant que chef des libéraux et démocrates, il a été aux premières loges des plus grands débats d'Europe, pendant lesquels les dirigeants se sont affrontés. Pour être un vrai leader et non un faux prophète, faites-le. Mais il sait ce que c'est que de siéger à un tel poste. Guy Verhofstadt a été Premier ministre de sa Belgique natale pendant près d'une décennie. Il a introduit le mariage homosexuel en 2003 et sur la scène mondiale, il a résisté aux objectifs britanniques et américains de participer à l'invasion de l'Irak. Le Premier ministre s'assure du bon fonctionnement du Parlement européen. Et maintenant, il a les yeux fixés sur la Commission européenne. Comment le président Verhofstadt façonnera-t-il l'avenir de l'Europe? Il croit en une réponse européenne commune à la crise migratoire et se fait le champion de la transition vers l'énergie propre. Et il souhaite renforcer la coopération européenne en matière de défense afin de renforcer le rôle de l'Union sur la scène mondiale. Souvent accusé d'essayer d'anéantir la souveraineté nationale, ce vétéran de Bruxelles croit que plus d'Europe est la réponse aux problèmes de l'Union. Passons d'abord à notre première question dans le public de Giacomo Orsini de l'Université libre de Bruxelles. Alors Giacomo, quelle est votre question? Merci beaucoup. Vous avez souvent parlé au Parlement d'une crise politique au sujet des migrants. Et je dirais que le monde universitaire est d'accord pour dire que les données confirment qu'il s'agit d'une crise politique. Alors, avez-vous l'intention d'aller au-delà de cette crise politique sur la migration si vous devenez président? Oui, parce que je pense que cette crise est principalement due à un manque de politiques européennes. Les nationalistes et les populistes montrent du doigt l'Europe, mais ce n'est pas l'Europe qui est à l'origine de cette crise, c'est l'absence de politiques européennes. Il n'y a pas de garde-frontières et de garde-côtes européens, premier point. Il n'existe pas de système d'asile européen parce que le système de Dublin existant est essentiellement le contraire d'un système européen. Il n'existe certainement pas de système européen d'immigration économique donnant la possibilité aux personnes de venir légalement en Europe. Et je pense que ma première priorité sera de faire face à toutes ces tragédies en Méditerranée en établissant ces trois piliers, la garde côtière et frontalière européenne, une politique et des critères européens communs en matière d'asile, et en même temps une politique économique européenne de migration. Mais une chose qui n'est pas sur cette liste, c'est que vous n'avez pas non plus de politique européenne commune ou d'unité sur une politique.
Étant donné votre point de vue sur de nombreux dirigeants populistes de droite, comme certains les décriraient, par exemple en Italie ou en Hongrie, comment rassembleriez-vous l'Europe derrière une politique d'immigration qui fonctionne pour l'ensemble du continent? En utilisant la règle de la majorité. Aujourd'hui, ce que fait le Conseil européen, les États membres l'ont décidé, c'est que toutes ces politiques doivent être définies à l'unanimité. Vous savez très bien que si c'est à l'unanimité, cela n'arrivera jamais et ne fonctionnera jamais. Il y aura toujours un pays qui dira « je n'y crois pas, je ne le suis pas ». Donc la première chose à faire est d'appliquer le traité, parce qu'il est bien dit dans le traité que cela doit être adopté avec la règle de la majorité. Si nous appliquons la décision majoritaire, nous pouvons faire réformer les gardes-frontières et les gardes-côtes européens. Nous pouvons réformer le système de Dublin et nous pouvons faire une migration économique européenne. Nous avons vu des bateaux en attente de sauvetage. Nous avons vu des frontières fermées. Que dites-vous à ces dirigeants? Comment les interpellez-vous? C'est une attitude purement scandaleuse de faire des politiques sur le dos des gens. Organisons une garde-frontière et des gardes-côtes. Donnons aussi la possibilité à ces personnes, ces migrants, ces réfugiés, de demander l'asile non pas en Europe, mais aussi aux frontières de l'Europe. Par exemple, dans nos ambassades, nos consulats en Égypte, en Libye, hors de nos frontières. Dans ces circonstances, les gens ne seraient pas obligés de sauter entre les mains de ces trafiquants d'êtres humains. Passons à notre prochaine question sur Facebook. Elle nous vient de Sophie Aurégnan, originaire de Paris, en France. Elle veut savoir, et c'est à l'écran, deviendrons-nous un jour les États-Unis d'Europe? Une aspiration de longue date. Le premier livre que j'ai publié sur l'Europe remonte à 2005-2006 et son titre était « États-Unis d'Europe ». J'étais encore Premier ministre, membre du Conseil européen, et mes collègues m'ont dit « Vous êtes fou, Verhofstadt, vous voulez créer les États-Unis d'Europe ». Mais ce n'est pas une idée nouvelle. Le premier, je crois, à utiliser ce mot a été Victor Hugo, un écrivain célèbre qui a dit au XIXe siècle que l'avenir de ce continent, c'est les États-Unis d'Europe. Est-ce que ce n'est pas nier le simple fait que beaucoup de pays ont des vitesses de développement économique différentes, que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, que tout le monde n'a pas la même règle de droit, la même protection? Alors comment pouvez-vous avoir les États-Unis d'Europe? C'est la même chose aux États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas de pays différents avec des histoires différentes. Ce n'est pas vrai. Ils sont 50 États différents. Ils ont 50 drapeaux différents, 50 armées différentes. Il y a même une différence dans la peine de mort que nous n'avons pas en Europe. Les États-Unis d'Europe sont un moyen d'organiser une action commune au niveau européen en reconnaissant, en garantissant l'autonomie des États membres. Je ne veux pas d'un super-État, je suis contre un super-État européen. Je ne veux pas d'un système où tout est décidé par Bruxelles, ici à côté, à la Commission européenne. Je veux un système dans lequel il y a une valeur ajoutée au niveau européen. Faisons-le au niveau européen. Mais le problème fondamental n'est-il pas que vous perdez cette bataille? Nous assistons à la montée de l'euroscepticisme, le deuxième plus grand pays de l'Union européenne est en train de partir. Vous pourriez vous retrouver minoritaire en Europe. Les gens ne veulent pas vivre aux États-Unis d'Europe. C'est le contraire. Depuis le Brexit, nous constatons que dans tous les pays de l'Union européenne, il y a une large majorité en faveur du projet européen. Les gens ne sont pas contre le rêve européen, les gens ne sont pas contre le projet européen. Les gens s'opposent à la manière dont nous traduisons ce projet européen dans l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est ça leur problème. Ils disent oui, mais nous ne parvenons pas à traduire ces coopérations européennes en actions concrètes, par exemple en matière d'immigration, de défense européenne, etc. Voilà le problème. En fait, ce qui est fou pour le moment, c'est que les populistes et les nationalistes disent qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Comprenez-vous et pouvez-vous comprendre les préoccupations des électeurs qui se tournent vers les partis d'extrême droite et les partis populistes parce qu'ils ne comprennent pas la direction que prend l'Union européenne et les politiques européennes dans des domaines comme la migration? Je ne suis pas non plus à l'aise avec la direction de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis peut-être le premier eurosceptique de vos eurosceptiques dans l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, telle qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui, ne survivra même pas au XXIe siècle. Mais la solution aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas de revenir à une rhétorique nationaliste et populiste du XXe siècle. Ce que nous devons faire, c'est réformer l'Union européenne.
C'est-à-dire, par exemple, établir une Commission européenne qui sera remplacée par des gouvernements européens. Un petit gouvernement européen et non une grande Commission européenne. C'est par exemple de remplacer, pour éviter le gaspillage d'argent que nous avons en Europe, nos militaires par une armée européenne. C'est aussi remplacer les mauvaises politiques des États membres en matière de migration à la frontière européenne, et ainsi de suite. C'est encore plus d'Europe. Non, 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 vous dites cela, mais je pense exactement le contraire lorsque je dis par exemple que nous n'avons pas besoin d'une Commission européenne de 28 membres, mais d'un gouvernement européen de 12 ou 15 ministres. Ce n'est pas une Union européenne plus grande, c'est une union plus efficace. Ok, c'est parti pour notre première question vidéo. Elle est envoyée par Hanouna de la Jeunesse belge pour le climat. Elle est l'une des organisatrices des récentes grèves climatiques et voici sa question pour vous. Nous sommes actuellement confrontés à une crise existentielle et rien n'a été fait sérieusement pour la prévenir. Je vous demande donc ce que vous allez faire dans votre parti en Europe pour lutter sérieusement contre la crise climatique. Le climat devient également un sujet électoral sérieux, alors qu'allez-vous faire? Il y a deux choses que nous souhaitons faire. Nous voulons passer d'une approche défensive du changement climatique à une approche plus offensive du changement climatique, et cela signifie deux choses. La première est de faire du changement climatique une condition préalable à la conclusion d'accords avec l'Europe. Notre force est un énorme marché commun de 400-500 millions de consommateurs et de personnes. Dans les négociations avec la Chine, avec les États-Unis, nous devons utiliser ce poids pour dire par exemple à Trump « Regardez, si vous voulez un accord de libre-échange avec nous, vous devez appliquer l'accord de Paris sur le changement climatique. » Chose qu'il ne fera jamais. Il peut y avoir un autre président demain, on ne sait jamais. Si nous n'utilisons pas cet argument, il ne changera jamais d'avis naturellement. C'est donc la première chose à faire. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est de créer ce que j'appelle des champions européens de la transformation de notre économie en une économie plus respectueuse de l'environnement. Par exemple, le leader mondial sur vos batteries, la plus grande entreprise mondiale sur l'hydrogène, ou pour donner un autre exemple, dans l'alimentation sur la viande environnementale pour que les animaux ne souffrent plus. Reprenons un peu les choses en main. Nous allons désormais vous poser des questions plus rapides, des questions binaires. D'accord, M. Verhofstadt? Oui ou non? Donc vous pouvez seulement dire oui ou non. Préparez-vous. La Chine est-elle une menace? Non. Strasbourg, est-ce un gaspillage d'argent? Je suis à Bruxelles ici, oui. Révoqueriez-vous l'article 50? Si j'étais britannique, je dirais oui, mais je ne le suis pas. Jeremy Corbyn est-il un Brexiteur? Tout le monde le dit, donc je pense que oui. Pouvez-vous vous décrire? Faites-vous partie de l'élite? Je fais depuis si longtemps partie de l'élite que je ne fais plus partie de l'élite. Oui, non, oui ou non? Alors oui. La Turquie devrait devenir membre de l'UE? Non. Serrerez-vous la main de Viktor Orban? Oui, mais cela ne change rien à mon opinion très critique sur Viktor Orban. Deux autres questions. Scooter électrique, oui ou non? Scooter électrique, comment ça marche? Il y en a partout. Oui, je les vois. Celui de mon fils, il s'en sert tout le temps. Vous n'êtes pas un utilisateur? Non, non, oui, oui, oui. Enfin, vin ou bière? À chaque fois, j'ai cette question. Le vin. Je pense que le vin fait partie de la culture européenne. Désormais, jetons un coup d'œil à ce que vous avez dit la semaine dernière lorsque vous vous êtes rendu en Angleterre pour faire campagne au Royaume-Uni de l'autre côté de la Manche. Je pense que les gens peuvent d'abord changer d'avis et c'est ce qui est en train de se passer. Cela peut arriver et voyons ce que ces élections vont donner. Je dois vous dire que j'ai été impliqué dans ces négociations sur le Brexit pendant longtemps. Je ne suis pas ici en tant que négociateur pour le Brexit. Je suis ici en tant que chef des libéraux et démocrates pour l'Europe pour soutenir le parti le plus pro-européen, les Lib Dem. Et deuxièmement, je pense que c'est une bonne occasion de lancer notre programme à Londres, en Grande-Bretagne, car il est déjà évident que le Brexit a causé bien plus de dégâts que prévu par ceux qui avaient fait campagne.
Les gens disent que vous faites campagne. Jacob Rees-Mogg, l'un des principaux pro-Brexit, a dit que vous devriez venir plus souvent parce que vous êtes formidable pour les Brexiteurs, car vous encouragez le soutien au Brexit en y menant votre campagne. Je pense que j'étais là pour soutenir Vince Cable, le Lib Dem, le parti le plus pro-européen là-bas. Nous avons eu beaucoup de réactions, des réactions positives et négatives, des réactions négatives de la part des Brexiteurs, naturellement parce qu'ils n'aiment pas les Lib Dem et ils n'aiment pas mon opinion sur le sujet. Ce que je vois, c'est peut-être que vous suivez aussi un peu ce qui se passe en Grande-Bretagne pour le moment, qu'il est vrai que les conservateurs sont pénalisés par ce nouveau parti et par le parti Brexit, mais d'un autre côté, vous voyez une concentration des électeurs pro-européens sur le Lib Dem. Je pense qu'il y aura un grand combat dans cette élection et je n'ai jamais été en faveur de ces élections. Un grand combat entre d'une part le parti pour le Brexit et d'autre part le parti Lib Dem, le parti le plus pro-européen en Grande-Bretagne. Voyons ce qui va se passer, c'est la démocratie. Nous avons une question de Suzanne dans le Hampshire au Royaume-Uni. Regardons donc cette question. Vous avez déclaré que l'une de vos principales raisons de venir et de rejoindre Vince Cable était d'envoyer un message clair au peuple d'Europe pour ne pas copier l'exemple des Britanniques sur le Brexit. La question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, vous donne le droit d'envoyer des menaces voilées aux citoyens de l'UE et d'interférer dans les processus démocratiques des États souverains ? Tu marques un point d'arène là. Mais ce sont les élections européennes. Je suis là en tant qu'Européen. Vince Cable est européen. C'est une question absurde parce que les Britanniques pensent que les élections européennes concernent la Grande-Bretagne et non l'Europe. Alors que les élections européennes sont quoi? Elles concernent l'Europe. N'est-ce pas la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a voté pour partir? Oui, c'est tout le problème. Ils ont un problème pour partir, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils ont du mal à trouver un accord pour partir. J'ai suivi tout ça depuis le premier jour et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une situation dans un pays, dans un parlement, où ils votent toujours contre quelque chose et jamais en faveur de quelque chose. Ils votent contre aucun accord, ils votent contre l'accord, contre l'union douanière, ils votent contre le marché unique, mais ils ne nous ont jamais dit ce qu'ils voulaient. Vous parlez des politiciens, bien sûr, mais quand vous regardez, vous ne pouvez pas simplement rejeter une telle question, parce qu'elle est peut-être aussi représentative d'une certaine population d'électeurs au Royaume-Uni. Encore une fois, il s'agit d'élections européennes et les élections européennes sont une question pour tous les Européens. Mais la question est, êtes-vous utile dans ce processus? Le fait est qu'en Europe, nous disons que la Grande-Bretagne peut peut-être décider de sortir de l'Union européenne. Mais nous ne permettrons jamais aux pro-Brexit de tuer l'Union européenne, de mettre fin à l'Union européenne. Ce qui est en fait le cas, certains Brexiteurs disent ouvertement que la seule chose que nous voulons est la fin de l'Union européenne. Nous ne laisserons jamais cela arriver. Ils peuvent faire ce choix d'entrer ou de sortir, mais nous ne leur permettrons jamais de tuer l'Union européenne. D'accord, donc M. Verhofstadt, il est juste de dire que l'on s'enflamme lorsqu'on débat au Parlement, comme nous l'avons vu plus tôt. Alors pour le moment, aujourd'hui, jetons un coup d'œil aux preuves. Fermez-les dans une pièce, c'est la seule façon pour qu'ils comprennent. Je ne sais pas quoi faire tous les jours pour changer ton opinion. Nous ne voyons jamais de propositions concrètes de réforme. Nous reculons chaque fois que nous avançons. Mieux vaut qu'ils pissent à l'intérieur de la tente plutôt qu'à l'extérieur. Les États membres sont réticents à transférer un nouveau choc. Désolé Jean-Claude, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut? On peut l'avoir. Vous avez un problème au Conseil. Pensez-vous que cette approche vous permet de transmettre vos idées au Parlement? Eh bien, c'est un Parlement. Le Parlement est un lieu de débat. Et si vous n'avez pas un vrai débat, un Parlement est inutile. Nous devons légiférer, mais en même temps, il faut aller de l'avant avec nos opinions et c'est à cela que servent les débats. La façon dont le Conseil européen travaille ne donne pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que tu ne les bloques pas jusqu'à la salle de réunion. Ils sont donc obligés de faire quelque chose. Je crains que ce soit tout pour ce soir.
soir. Nous tenons à remercier notre public en studio, tous ceux qui ont envoyé leurs questions à la maison et bien sûr Guy Verhofstadt. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.